C'est parti pour un autre épisode de J'aime ta compagnie, le balado des entreprises ambitieuses qui n'ont pas de département marketing. Depuis plusieurs années, notre équipe accompagne des entreprises dans le développement de plans marketing et dans la concrétisation de leurs ambitions. On va se dire les vraies affaires, la réalité n'est pas la même quand tu n'as pas un département marketing complet pour assurer le développement des affaires de l'entreprise. Notre promesse, c'est que chaque épisode regorge de trucs et d'outils pour que vous puissiez prendre de meilleures décisions d'affaires. Ici, on s'élève ensemble pour bâtir des entreprises qui nous ressemblent et qui créent de la valeur pour nos communautés. Pour attirer et fidéliser les bonnes clientèles et les plus grands talents, tout est marketing. Et comme nous connaissons la valeur de votre temps, place à l'épisode. C'est parti pour un nouvel épisode de J'aime ta compagnie, dans lequel nous allons aborder les 10 tendances à observer en 2024, question de bien tirer son épingle du jeu. Alors, c'est notre premier épisode à 3, l'équipe de stratèges marketing de la firme. Avant de vous inviter à vous présenter, les filles, je vais nommer qu'on va séparer cet épisode en 2. Comme on a 10 tendances, ce sera un épisode probablement très, très substantiel et donc nous allons voir les 5 premières tendances dans cette première partie et la semaine prochaine, nous verrons les 5 autres tendances. Alors, peut-être que je peux t'inviter, Katrina, à te présenter en premier. T'es la doyenne? La doyenne des employés de la firme. Des employés de la firme, de notre équipe de 3. Ben, Katrina, je vais t'inviter à te présenter peut-être pour commencer et de nous dire qui t'es, qu'est-ce que tu fais à la firme et t'arrives comment aujourd'hui dans ce premier épisode à 3? Donc, Katrina, je suis stratège à la firme depuis presque 3 ans maintenant, au moment où l'épisode va être dévoilé. Là, ça fait presque 3 ans, donc le temps passe très vite en bonne compagnie. Donc, je suis... Et c'est vrai. Donc, je suis stratège à la firme. Moi, j'arrive surtout du milieu des communications. Donc, je suis formée en relations publiques. J'ai beaucoup travaillé en communication institutionnelle dans mes premières années là, de ma carrière. Et j'ai découvert avec bonheur le marketing à la firme. Donc, les deux domaines sont ultra reliés, là. Mais c'est un bonheur pour moi de travailler en marketing. Aujourd'hui, je trouve que c'est encore plus stratégique, ça touche à toutes les sphères de l'entreprise, on va en parler là, tu sais, au cours des prochaines minutes, mais moi, c'est ce qui me fascine et c'est ce que j'aime du marketing. Et j'arrive dans un état d'esprit aujourd'hui un peu échevelé. Ben en fait, c'est que je suis au bureau, mais mon frigo est au bureau aujourd'hui, donc on a eu des grosses pannes d'électricité à Rimouski hier et ne voulant pas perdre, parce qu'on est avant les fêtes, ne voulant pas perdre mes réserves avant les fêtes, j'ai tout mis au bureau. Donc, ça a été une petite gestion, fait que ça a été une drôle de matinée, puis, mais je suis heureuse d'être avec vous. Des petits imprévus comme on les aime ces temps-ci, on les cultive. Exactement. Et toi, Rouge, qui es-tu et comment arrives-tu dans ce premier épisode à 3? Alors, Rouge, enfin, rouge en malgache, puis rouge en bon québécois. Je suis stratège à la firme marketing aussi, puis moi je viens de finir ma maîtrise en gestion de projet donc à l'UQAC. Moi j'ai un petit parcours vraiment sculpté plus marketing, je vais le dire comme ça, puis j'ai atterri dans plein de secteurs, mais aujourd'hui je peux dire que j'arrive vraiment dans ce balado avec une tête excitée, je dirais, parce que je finis mes cours, puis je rentre dans le domaine professionnel. Puis le marketing, moi, c'est vraiment ce qui me fait vibrer, c'est ce qui me fait, en tout cas, j'adore ça, ça me passionne. Donc, c'est un peu l'état d'esprit avec lequel je suis aujourd'hui. Puis ce matin, en rencontre d'équipe, on te félicitait d'avoir envoyé ton dernier travail hier. Donc, la maîtrise, c'est tout frais là, que c'est terminé. Ouais. Mais c'est très beau, t'as de quoi être fière. Puis de Madagascar à Chicoutimi, il y a quand même quelques kilomètres. T'es sortie de ta zone de confort, tu t'es réintégrée dans un nouveau milieu. Alors, t'as vraiment une trajectoire intéressante. Puis t'amènes beaucoup de saveurs aussi, de nuances à nos échanges. T'as un autre regard que Katrina et moi. Alors, c'est très chouette. On est très privilégiés de t'avoir avec nous comme stratège marketing à la firme. Et je t'inviterai partagé. Et oui, fiu, ça c'est mon fiu à moi.
Et Katrina, avant qu'on plonge dans notre épisode, j'aimerais que tu racontes la petite histoire derrière cet épisode, les 10 tendances à observer en 2024. Ben, en fait, vous allez le voir un peu plus loin, là, on va parler de simplifier les entreprises et si on le dit, c'est parce qu'on essaie de le faire nous aussi. Puis, on voulait offrir quelque chose à nos clients pour 2024. Puis là, on partait avec sur un webinaire, donc organiser un webinaire, donc faire les contenus, le contenant aussi, d'avoir un aspect visuel. Et là, Marie-Michel me parlait, ben, il faut que je fasse le balado aussi. Je voyais toute la montagne de travail que ça représente. Et là, j'ai dit, pourquoi on n'essaie pas de simplifier un peu la machine? Pourquoi pas faire ce webinaire plutôt en format balado et ne pas l'offrir qu'à nos clients, mais l'offrir à toute notre communauté? Et donc, ça sera une belle pratique pour les balados. Ça ajoute un contenu supplémentaire et ça peut. Et tout reste dans le même format. On ne parle que de balado. On ne fait pas un webinaire à côté. Donc, ça simplifie le travail. C'est un enregistrement de plus. Mais c'est ça. De là où vient l'idée de faire cet épisode. Ben, c'est un enregistrement qu'on aurait aimé faire de toute façon et qu'on fera probablement tous les ans. Et Katrina, en bonne simplificatrice, a aussi intégré le tout à la carte de début d'année qu'on a envoyée à nos clients, partenaires, collaborateurs. Alors, c'est le fun parce que ça nous permet de lancer le balado avec un petit peu de sparkle, de brillant. Alors, pourquoi on vous invite à écouter pleinement cet épisode-là, à prendre des notes, ainsi que sa deuxième partie? Mais c'est pour vous inviter à mieux anticiper les mouvements, les tendances, comprendre comment on peut tirer son épingle du jeu. Et je pense que j'ai pas besoin de faire un dessin à personne. Les années à venir vont probablement être plutôt turbulentes sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan environnemental, sur le plan économique. Hein? Il y a des changements profonds de société qui s'opèrent. Puis nous, comme entreprise, comme organisation, on est toujours en train de se réajuster. Donc, comment on peut mieux planifier ce qui s'en vient pour l'utiliser à bon escient puis continuer de rester sur le jeu puis d'être dans le jeu de façon solide? Pour mieux planifier aussi ses investissements en temps, en argent et en énergie dans des actions qui sont bien intégrées dans leur contexte, puis finalement, prendre le temps de s'inspirer à faire mieux tout le monde ensemble. Alors les filles, vous êtes prêtes? On plonge dans nos 5 tendances de la première partie? Allons-y. Let's go! Alors, je commence avec la première tendance qui est, selon nous, la modernisation des pratiques GRH. Pourquoi des filles de marketing parlent de gestion des ressources humaines? Ben parce que absolument tout est marketing aujourd'hui. On le voit, il y a une pénurie de main-d'œuvre, on parle de marque employeur. Alors, si on n'arrive pas à recruter les talents dont on a besoin pour développer l'entreprise, on va stagner. Et on a longtemps cru que ce qui sert l'entreprise et ce qui sert les individus qui la composent, ça s'oppose. Comme si investir dans ses employés, c'est comme si on allait faire perdre l'argent à l'entreprise. Alors que en 2024, nous, on a la perspective qu'il faut absolument changer d'état d'esprit, de mindset et de se rappeler que ce qui sert les individus dans l'organisation, ça va éventuellement servir aussi les intérêts de l'entreprise. Donc ça, c'est un changement de paradigme important qui va s'en venir et les entreprises, les organisations qui vont faire ce changement de paradigme-là sont celles qui vont réussir selon nous. Et puis, comme je le disais plus tôt, on a besoin de talents pour avancer. On peut pas développer notre organisation sans ces talents-là. Donc, ça va devenir réellement une façon de développer l'entreprise que de savoir attirer et fidéliser les personnes dont on a besoin pour y arriver. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour une entreprise qui n'a pas de département marketing que de se dire « je vais moderniser mes pratiques GRH ». Puis, nous, nos solutions qu'on donne aujourd'hui, c'est sûr, on n'est pas des filles de GRH, je le rappelle, on est des filles de marketing. Je vais partager des solutions, des idées. Puis, c'est intéressant, c'est des idées qu'on a mises en place à la firme au fur et à mesure des dernières années. Et je vais demander aux filles qu'est-ce qu'elles en pensent comme employées de la firme, pas comme stratège marketing, mais comme employées qui évoluent au sein de la firme. En quoi ces idées-là ont donné de la valeur à votre travail? Donc, différentes idées à étudier pour vous moderniser. La semaine de 4 jours, qui amène beaucoup de flexibilité. Nous, ça a changé la donne chez nous. Aussi, un partage plus juste des profits. Longtemps,
il y a eu des grands écarts entre les têtes dirigeantes et les employés des entreprises. Moi, j'ai vu ça beaucoup là, dans des entreprises où j'ai travaillé dans le passé, où le dirigeant, le 1er janvier à midi, il avait déjà gagné le salaire moyen dans son entreprise. C'est quand même des écarts marqués. Et on est d'avis que pour se moderniser, il va falloir repartager plus justement les profits de l'entreprise. Et finalement, une plus grande considération de toutes les personnes qui œuvrent dans l'entreprise. Tu sais, des fois, on se dit « Oh non, un tel, invite-le pas à la rencontre, lui, il fait juste telle affaire. » Ou une telle « Ah non, fais-y pas perdre de temps, là, elle travaille bien fort sur tel truc, puis elle aura pas d'idée, cette personne-là. » Mais si on voyait ça autrement, qu'on se disait toutes les personnes qui participent à opérationnaliser l'entreprise, ben ils ont des idées pour s'améliorer, ils ont des idées à partager, ils savent ce qu'ils veulent, puis en les considérant mieux, ben c'est comme ça qu'on va arriver à se moderniser en les consultant. Nous, chez nous, ça se fait principalement à travers des rencontres qu'on appelle 1 à 1 ou one-on-one avec le gestionnaire qui est moi en l'occurrence. Donc moi, à chaque semaine, je rencontre une des deux filles. Donc elles ont chacun leurs 30 minutes aux 2 semaines avec des questions spécifiques. Je prends le pouls sur comment elles vont, on regarde quels sont les bons coups, les apprentissages, on regarde les opportunités d'améliorer les opérations de la firme, de les outiller davantage, de les former. Puis moi, ça me permet dans tout temps de les considérer, c'est systématique. Puis on a aussi mis en place des plans de carrière. Donc oui, en ce jour d'aujourd'hui, ce sont mes fonctions dans la firme, mais j'aspire à aller là. Alors ça nous garde dans une vision future. Puis moi, comme gestionnaire, ça me permet de bâtir l'entreprise pour pouvoir répondre à leurs aspirations de carrière plutôt que de dire je vais stagner dans cette job-là pendant les 15 prochaines années sans nécessairement voir comment je vais évoluer. Alors les filles, je ne sais pas qui voudrait commencer en premier pour dire qu'est-ce que ces trucs qu'on a mis en place d'un point de vue GRH, qu'est-ce que ça apporte pour vous comme employé? Ben en fait, c'est que puis pendant que tu parlais, Marie-Michel, j'y réfléchissais, puis genre peut-être que j'exclurais la semaine de 4 jours dans ce que je vais dire, mais oui, mais non, finalement. Parce qu'en fait, ce que ça apporte, puis tu l'as un peu nommé, c'est de sentir qu'on a tous, on a toutes, on est juste des femmes, une valeur à l'entreprise, puis qu'on apporte toutes quelque chose. Tu sais, moi, j'utilise beaucoup le terme intrapreneur. Je veux dire, il y a beaucoup de gens, des fois, qui me demandent, parce qu'on est dans un modèle d'affaires d'agence, là, on a en tête beaucoup, il y en a qui s'associent, tout ça, puis c'est une question qui me revient souvent, est-ce qu'un jour tu voudrais t'associer? J'ai pas besoin d'être une associée pour me sentir partie prenante de l'aventure parce que mon avis est considéré, parce que mon avancement est considéré, parce que j'en ai pas plus et pas moins que la personne qui est au-dessus de moi. Évidemment, il y a une, tu sais, je veux dire, il peut y avoir des disparités en termes de salaire, mais on parle pas du double, là. Tu sais, et je le sais que c'est pas ça, même si j'ai pas les chiffres et Marie-Michel a pas plus droit, tu sais, a pas plus droit à la semaine de 4 jours que quiconque, là, dans le sens qu'elle y a droit, j'y ai droit, c'est pas un privilège, donc c'est pour ça que je l'inclus aussi là-dedans, donc c'est vraiment, c'est une gestion horizontale, oui et non, là, dans le sens qu'il y a quand même une personne au-dessus de nous, mais c'est comme c'est circulaire, là, puis c'est tellement agréable de sentir qu'on peut avancer, qu'on peut s'émanciper, s'épanouir, parce que je vois tellement de gens autour de moi qui n'ont pas ça dans leur milieu de travail. Puis moi, je me suis rendu compte que ça valait tout l'or du monde, là. Puis ça contribue à ma rétention à la firme depuis bientôt 3 ans, comme je le disais tout à l'heure. Et si les entreprises n'investissent pas dans la considération, dans le bien-être, dans l'évolution des talents chez eux, ben ils vont aller ailleurs. Ça va devenir une game de développement des affaires. Puis ça, va falloir se responsabiliser comme entrepreneur, puis comme gestionnaire de dire investir dans mon monde, ça va être la clé pour développer ma business. Sans ça, ils vont aller ailleurs parce qu'ils sont pas tellement heureux chez nous, ils voient pas leur futur ici. Puis j'aimerais s'ajouter, ma mère dit souvent, nos enfants ne nous sont que prêtés. Mais je pense que comme employeur, on devrait avoir cette même vision-là. Nos employés ne nous appartiennent pas, ils ne nous sont que prêtés. Donc, comment faire pour que leur passage dans notre entreprise soit bénéfique pour eux et pour nous? Puis qu'au bout de 5 ans, 10 ans, peu importe, quand la relation va se terminer, bien, qu'on soit heureux d'avoir fait ce bout de chemin-là ensemble et on s'est fait cheminer ensemble. Je pense que cette vision-là serait bénéfique pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens.
Tout à fait. Puis même dans le futur, hein, quand on investit dans une relation comme ça, la relation perdure au-delà de la relation employeur-employé. Après, l'employé ou l'employeur peut référer la personne à d'autres ou on peut s'envoyer de la clientèle. Donc, ça continue de grandir autrement après, mais c'est pas quelque chose qui est obligé d'avoir une fin. On peut continuer d'investir là-dedans après, puis ça peut continuer entre guillemets, là, je vais parler comme l'entrepreneur, de rapporter sur le plan des indicateurs de performance que d'avoir investi dans cette relation-là. Puis toi, Rouge, t'es avec nous depuis 6 mois maintenant. Et puis, ça devait peut-être être tout nouveau. C'était une nouvelle formule, une nouvelle façon de gérer de la firme et pour toi en même temps. Tu sors avec quoi de tout ça, toi, d'un point de vue là, de l'employé qui se dit « Ah, je suis allée travailler à la firme. » Ouais. Ben, c'est sûr que je m'identifie beaucoup par rapport à ce que tu viens de dire, Marie-Michel, que oui, effectivement, dans l'environnement d'affaires où j'étais auparavant, tu es plus avec des entreprises où tu prends une routine où tu es comme obligé d'être à ta job, tard le soir, tôt le matin. Donc vraiment, c'est ça qui va définir ta performance, entre parenthèses. Mais c'est ça, je pense, qui m'a le plus, enfin, c'est parmi les critères qui m'ont le plus plu à la firme marketing. C'est vraiment que à partir du moment où tu arrives à gérer ton temps, à avoir un peu ton plan de semaine idéal, nous, c'est beaucoup comme ça qu'on l'appelle, ça te permet à toi de dire, OK, à ce moment-là, je suis focus, puis je fais juste ce truc-là, puis à ce moment-là, c'est comme mon temps pour moi. Puis je trouve que c'est en fait à travers l'établissement de toute cette nouvelle routine-là qui a fait que je suis plus performante aujourd'hui, puis je me permets en fait de me dire non, ce temps-là, c'est juste pour telle affaire, puis ce temps-là, c'est juste pour telle affaire. Ça, c'est un gros truc que je soulignerais. Puis un autre truc tout à l'heure, tu as beaucoup parlé de rencontre un à un, donc le one-on-one que nous on fait. Je vais dire que on va avoir certains de nos employés, puis je suis sûre que les personnes qui vont nous écouter pourront quand même s'identifier. On a quand même beaucoup d'employés d'entreprise qui n'ont pas cette occasion de pouvoir donner un avis, de pouvoir dire, OK, moi je pense que telle solution, peu importe les idées folles que la personne peut avoir ou qu'elle soit trop ambitieuse, etc. Il y a quand même tout le temps des trucs que tu peux apporter en tant que personne, puis de par ton expérience personnelle. Mais moi, ce que je dirais, puis ce qui m'a le plus marqué, c'est que à chaque fois que j'ai un one-on-one, ça me permet de me reposer les questions, puis comme de revenir à la base. OK, moi, c'est quoi mon objectif? Comment est-ce que je peux mieux faire? Comment est-ce que je peux mieux m'impliquer? Puis rien que cette remise en question, je dirais, en tout cas, tout ça, c'est comme une grosse boule au final qui va permettre de faire encore plus rouler la business, puis moi qui va me permettre de grandir, puis de m'épanouir dans la job que je fais tous les jours. Mais je pense que le mot, tu l'as nommé, s'épanouir. Que si tout le monde s'épanouit, puis autant sur le plan professionnel, de dire, moi, je veux mes indicateurs, je veux m'améliorer, puis bon, moi, à toutes les fois qu'on fait des one-on-one, je demande toujours qu'est-ce que je peux faire pour vous outiller les filles, pour vous soutenir davantage. On veut tout faire mieux sur le plan professionnel, s'épanouir davantage, mais aussi sur le plan personnel, parce que quand chaque chose est à sa place, ben il reste de l'espace le soir, la fin de semaine, comme tu disais, plutôt là, tes cours de danse, par exemple, c'est important pour toi, mais là, tu as de l'espace pour aller suivre des cours de danse pour des spectacles. Donc, tu arrives à t'épanouir dans toutes les sphères de ta vie. Puis, je pense que les entreprises qui vont tirer leur épingle du jeu en 2024, mais probablement aussi en 2025 et dans les années subséquentes, sont celles qui vont favoriser l'épanouissement de chaque individu de l'organisation. Je pense que tu l'as dit, le mot épanouissement. On passe à notre tendance numéro 2, la marque forte. Puis là, vous allez dire, ben voyons, une marque forte, c'est quoi une marque forte? Tout le monde veut une marque forte. Mais une marque forte, c'est que dans une industrie donnée, on arrive à être reconnu pleinement pour une vision inspirante et pour l'unicité de notre mission. Ça demande quoi? Ça demande de, avoir défini son unicité, sa mission, sa vision,
puis de l'incarner sur chaque point de contact. Fait que c'est sûr que pour y arriver, il faut investir du temps, de l'argent et de l'énergie dans du marketing, ce que peu de personnes font quand on voit là que l'économie est plus mollo, qu'on sait pas trop où ça s'en va, on retient les dollars marketing, mais attention, c'est vraiment un bon moment pour exprimer pleinement votre unicité, prendre la place parce que les autres vont calmer leurs ardeurs marketing. Alors, ça fait de la place pour vous. Prenez-la. Pourquoi c'est important? Ben, c'est avec une marque forte qu'on attire et on fidélise à moindre coût des clients. Puis, de plus en plus, on le voit dans plusieurs études, là, les gens, quand ils achètent, de plus en plus, ils veulent que leurs valeurs profondes collent avec les valeurs des entreprises chez qui ils se procurent des biens et des services. Il en va de même pour les employés qui embarquent dans l'aventure de bâtir l'entreprise. Et donc, est-ce que vos valeurs, est-ce que vous prenez de la place? Est-ce que votre unicité leur parle? Puis si oui, ils vont cogner à la porte avec un curriculum vitae. Il n'y aura même pas besoin d'ouvrir des postes. Ils vont venir vers vous. Et finalement, ça, c'est un point souvent sous-estimé chez nos clients, d'avoir une marque forte, ça permet d'attirer, de fidéliser des partenaires stratégiques, des bailleurs de fonds, des gens qui ont des plus gros réseaux de vous, des gens qui ont accès à des subventions qu'ils peuvent vous donner. Et donc, eux, si la mission est inspirante, ils vont vouloir prendre part à ce projet-là. Ils vont vouloir embarquer comme partenaire ou comme bailleur de fonds. Ils vont vouloir vous soutenir. Alors, Rouge, pour une entreprise qui n'a pas de département marketing, qu'est-ce qui est possible de faire pour bâtir une marque forte quand on n'a pas les moyens des grandes entreprises? Concrètement, ça serait de s'assurer dans un premier temps d'une veille concurrentielle continue. Donc ça, c'est d'ailleurs un sujet dont on va parler dans les prochains épisodes du balado. Mais ça va être vraiment super important de faire ça dans un premier temps. Puis, il y a aussi une autre action qui est de définir un positionnement unique afin qu'en fait, ça puisse mobiliser toute l'équipe, vraiment toute la gang. Puis je dirais la troisième chose, ça serait d'incarner ce positionnement qu'on a là sur chaque point de contact. Donc nous, notamment, quand on fait les stratégies pour nos clients, on le voit beaucoup que c'est vraiment important d'avoir ce positionnement-là sur chaque point de contact, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Facebook, ou encore que ce soit juste un site web, n'importe, c'est vraiment très, très, très important. Puis moi, je me dis souvent, comment faire pour savoir si on a réussi sur tous les points de contact? Ben, tu fais le tour de, comme tu dis, tes réseaux sociaux, ton site web. Est-ce que je ressens l'unicité? Mais l'autre niveau, c'est est-ce que chaque membre de l'équipe répond aisément et fluidement à la question « Ah, qu'est-ce que tu fais dans telle entreprise ou telle organisation dans un 5 à 7? » Ouais. Puis, le jour où j'ai vu Katrina répondre fluidement à quelqu'un d'autre et mieux que moi-même, j'ai fait OK, là, on a bien clarifié les choses, puis ça peut être un truc pour les entreprises qui n'ont pas de département marketing, qui n'ont pas de stratège à l'interne. Est-ce que tout le monde est capable de répondre aisément à cette question-là? Si oui, c'est que vous l'avez atteint, votre marque forte, puis c'est très, très clair ce que vous faites dans la vie. Mm-hmm. Alors, point numéro 2, de bâtir une marque forte, ça va être très, très payant cette année. Tendance numéro 3, une tendance un peu moins jojo, je dirais. Je vais la nommer comme elle sort. Donc, fermeture d'entreprises et d'organisations. On l'a vu dans les médias, hein, plusieurs entreprises sont pas mal en difficulté financière actuellement, ne serait-ce que avec le remboursement du SUEC. Il y a plusieurs organisations qui n'ont pas été capables de rembourser à temps, d'avoir leurs subventions. Évidemment, il y a les pénuries de main-d'œuvre, difficultés d'approvisionnement, les taux d'intérêt qui augmentent. Il y a plein d'enjeux qui font la vie dure aux organismes et organisations. Puis même, hein, pour m'impliquer dans des organismes à but non lucratif, là, on voit une diminution de l'implication des bénévoles et des dons. C'est beaucoup plus difficile d'aller chercher l'implication des gens. Alors, c'est sûr que tout le monde ne pourra pas rester ouvert, ne serait-ce que d'un point de vue des statistiques là, socio-démographiques. Il risque d'avoir moins de gens qui travaillent dans 30 ans là, sur le marché du travail. Donc, soit on va devoir revoir nos pratiques, soit on va manquer de gens, on va devoir fermer. Et cette année qui s'en vient va être cruciale. Pourquoi c'est important de se ressaisir puis de reprendre son pouvoir décisionnel et de contrôle sur son plan de match? Mais c'est parce que c'est cette année que ça passe ou ça casse. Puis ceux qui seront stratégiques, qui vont investir dans des actions ciblées, précises,
qui ont un fort retour sur investissement, mais c'est eux qui vont prendre beaucoup plus de place. Puis, je dirais même, si vous arrivez à bien mesurer vos indicateurs de performance à tous les mois, mais vous allez vous en rendre compte que vous vous êtes trompé de priorité. Puis ça arrive à tout le monde, là. Quand on est en gestion, des fois, on prend des décisions, puis on se rend compte, oups, finalement, cette action-là ou cet investissement-là ne rapporte pas les résultats escomptés. Mais quand on suit nos affaires, ben, on s'en rend compte en cours de route, on peut s'ajuster, puis on se réveille pas en fin d'année avec des mauvaises nouvelles parce qu'on a suivi ça tout au long de l'année. Et comme on le disait plus tôt, ben, c'est dans les crises que les meilleures entreprises prennent plus de place. Alors, concrètement, Rouge, veux-tu nous donner des idées d'actions qu'on peut mettre en place pour justement reprendre le pouvoir, le contrôle sur notre plan de match et sur les résultats qu'on génère pour pas se retrouver dans les entreprises qui se sentent complètement étranglées par le contexte? Tout à fait. Puis premier mot, ça serait vraiment la priorisation. Donc, ça va être vraiment important de venir planifier les priorités en termes d'action marketing précises qu'on souhaiterait faire pour par la suite développer l'entreprise, puis atteindre vraiment les objectifs qu'on s'est fixés au tout début de l'année ou au tout début d'un semestre ou d'un trimestre. Puis en fait, c'est ça qui va nous permettre de pas nous éparpiller. Puis moi, je l'ai beaucoup vécu. Je donne un exemple, c'est que à Madagascar, j'avais une salle de sport. Puis à chaque moment de crise, on a tous vécu le Covid. On essaie en fait de faire des rabais, de travailler des partenariats, d'aller chercher de la collaboration. Puis on finissait brûlé en fait de faire plein d'actions en même temps. Donc ça va être vraiment important de planifier dans un premier temps. Ok, c'est ça mes priorités en termes d'action marketing. Deuxième chose, à partir du moment où on a planifié tout ça, il va falloir budgétiser ces actions-là pour s'assurer en fait de se donner les moyens des ambitions qu'on a en tant qu'entreprise, puis de pouvoir suivre cette évolution à partir d'objectifs de vente. Et je dirais pour finir, c'est toujours important de tisser des relations serrées avec des partenaires stratégiques, des conseillers, vraiment faire travailler son réseau en fait. Puis c'est ça qui va nous permettre d'investir un peu plus dans le développement de notre entreprise. Donc ça serait vraiment, je pense, les 3 champs d'action importantes pour les entreprises qui n'ont pas de département marketing. Puis je fais du pouce là-dessus parce que même les relations tissées serrées, les partenaires stratégiques, s'ils sont au courant des objectifs, du plan d'action, des priorités de l'année, ben si jamais ils ont une subvention ou une mise en relation qu'ils peuvent faire avec une autre entreprise qui pourrait être un excellent partenaire, ben quand on clarifie et on communique où est-ce qu'on s'en va à ces gens-là, ben après il y a une magie qui s'opère puis ils peuvent nous aider en contexte où on a besoin de soutien. Et pour certains, si les idées de Rouge vous parlent et que vous dites OK, là je suis rendue à planifier mon année, à budgéter mon développement, on a un défi qui s'appelle Remarquable Fondement. On va intégrer le lien dans les notes d'épisode. C'est complètement gratuit. Vous vous inscrivez, puis vous allez recevoir des mini-cours gratuits, des outils pour vous aider à prendre, nous, c'est ça la ligne qui décrit Remarquable Fondement, 5 décisions à prendre avant d'investir 1 pièce en marketing. Donc, que ce soit avec nous que vous voulez travailler éventuellement ou avec d'autres collègues en marketing, commencez par ce défi-là pour prendre certaines décisions qui vont être cruciales, qui vont aligner tout le reste par la suite. Alors, merci Rouge pour tes idées à mettre de l'avant pour être sûr qu'on ne sera pas des entreprises ou organisations là, qui sont dans ceux qui l'ont le plus difficile. Mm-hmm. Avant-dernière tendance de cette partie 1, donc la donnée en provenance du premier cycle. Il a fallu que je demande à mes petits outils de traduction en ligne parce qu'on parle de first party data et je voulais le dire en français. Donc, Katrina, est-ce que tu nous présenterais, c'est quoi cette tendance des données en provenance du premier cycle, puis qu'est-ce qu'on fait comme entreprise avec ça? Et ce n'est pas un party de données. Un party de... Le jeu de mots. Wow! Mais en fait, les données en provenance du premier cycle, je ne connaissais pas ce terme-là, puis je ne veux pas le prononcer en anglais parce que ça ne sera pas mieux. En fait, c'est vraiment les données qu'on récolte soi-même en tant qu'entreprise et qui nous appartiennent, entre guillemets, là, parce que les données des gens vont toujours appartenir aux personnes à qui le nom d'une personne ou son numéro de téléphone ne vous appartiendra jamais, mais votre base de données vous appartient. Donc, c'est vraiment les informations
que vous êtes en mesure de récolter dans votre base de données client. Donc, que ce soit le numéro de téléphone, l'adresse courriel, je pense que c'est une des données les plus importantes. On pourrait penser aux adresses aussi si ça s'applique là, dans votre cas et si c'est pertinent de la détenir. Donc, c'est toutes ces données-là. Et ce n'est pas donc en opposition les données que d'autres plateformes vont détenir et que vous utilisez. Hein? Si on pense aux plateformes comme Facebook, là, Meta, Instagram ou Google, eux, ils donnent accès à leurs clients. Donc, vous passez par cette plateforme-là pour pouvoir faire de la publicité, par exemple, mais si ces plateformes-là disparaissent, vous n'avez plus accès à leurs clients. Et c'est de là le pourquoi c'est important. C'est que c'est important d'avoir le contrôle sur ses affaires, sur ses moyens de communication. Parce que si demain matin, des plateformes comme Facebook, Instagram, Google et autres disparaissent et qu'on avait tout mis nos œufs dans le même panier, on avait fait nos communications que via ces plateformes-là, c'est fini, on n'est plus capable de rien faire. Donc, c'est important pour ça parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été annoncées aussi dans les derniers mois, dans les dernières années. Donc, la fin, Apple maintenant qui permet à ses utilisateurs de bloquer le suivi de leurs données, la mort des cookies tiers aussi. Là, donc, on n'entrera pas dans les détails là, si ça intéresse parmi les gens qui nous écoutent. Là, il y a plein d'informations sur le sujet sur le web, mais puis j'ai vu entre autres aussi cette année des entreprises qui témoignaient. Pour des raisons qu'on ignore, Facebook décidait un jour de dire, je bloque votre compte. On ne comprend pas pourquoi. Donc, du jour au lendemain, ces entreprises-là qui investissaient beaucoup d'argent, là, des milliers de dollars chaque mois sur ces plateformes-là, se sont retrouvés le bec à l'eau parce qu'ils étaient plus capables de communiquer avec leurs clients. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire là, pour une entreprise qui n'a pas de département marketing? Qu'est-ce qu'on fait? C'est que dès que vous avez l'occasion, il faut collecter et archiver soigneusement les données de nos clientèles actuelles et potentielles. Donc, quelqu'un peut être intéressé, par exemple, à recevoir votre infolette sans avoir fait un achat, sans avoir fait une transaction chez vous, mais c'est important parce que cette personne-là a un intérêt au point où elle a décidé de vous donner son adresse courriel. Ensuite, une fois qu'on a ces données-là, il faut s'assurer de les utiliser convenablement, évidemment, puis on reviendra là, sur cet aspect-là. Mais il faut développer des actions de communication. Donc, est-ce que c'est pertinent dans votre contexte de développer une infolettre, par exemple? Après ça, ou est-ce que ce serait pertinent de faire des envois par la poste? Si vous avez les adresses courriels. Donc, toujours de s'assurer que ça demeure pertinent, que c'est fait avec soin aussi. On ne veut pas non plus harceler les personnes qui ont accepté de nous donner leurs informations, mais que tout ça s'inscrit en harmonie dans le parcours client de vos clientèles potentielles ou actuelles. Et justement, je le disais au départ, si on veut collecter, mais comment on fait? C'est de toujours avoir ça en tête quand on veut le faire, là, dire, OK, moi, j'ai besoin de collecter. Donc, quels moyens je peux utiliser? On peut, Marie-Michel t'a parlé de remarquables fondements, mais on se le cachera pas. Pour nous, c'est une façon de collecter des adresses courriels de gens qui sont intéressés par la firme marketing. Donc, ça peut être en offrant ce qu'on appelle en anglais là, des lead magnets, mais des choses que les gens peuvent télécharger de votre site web, par exemple, en échange d'une adresse courriel. On peut organiser des webinaires. Ça peut être fait en personne aussi. Là. J'ai un exemple sans rien nommer. Cette fin de semaine, j'étais dans un événement, puis on organisait un concours, puis on distribuait des coupons, là, les fameux coupons de moitié-moitié. Mais j'ai dit, hey, pourquoi l'année prochaine, on ferait pas plutôt un petit coupon maison sur lequel on demande aux gens d'inscrire leur nom et leur adresse courriel. Et donc, nous, ça nous permet de récolter des adresses courriels qui sont précieuses pour l'organisme duquel il était question à ce moment-là. Donc, c'est toujours de penser à ça, de penser d'obtenir ces données-là pour en mesure pour être en mesure, de devenir le plus autonome possible par rapport à la donnée. Et la chose la plus importante là-dedans, c'est de s'assurer qu'on est à jour par rapport à tout ce qui concerne la donnée personnelle, donc la loi 25. Donc, je parlais de les collecter la donnée de façon consciencieuse, seulement ce dont vous avez besoin, de les stocker de façon... je cherche le terme, là, mais de bonne façon. Éthique, tout ça. Puis de s'assurer, là, en tout cas, il y a plein de dispositions à cette loi-là. Si vous n'êtes pas au courant, c'est important d'aller vous informer parce que toutes les entreprises et organisations détiennent de la donnée personnelle, ne serait-ce que les données personnelles de vos employés.
Donc, de vous assurer d'être à jour quant à la loi 25. Puis on est chanceux parce que beaucoup d'outils, je pense entre autres à Cyber Impact là, pour les infolettes, qui sont vraiment bien construits pour aider les gens, même qui s'y connaissent peu, à bien conserver la donnée des gens, là, notamment pour les infolettres dans ce cas-ci. On mettra les liens dans les notes d'épisode vers CyberImpact parce qu'effectivement, c'est un outil de gestion de courriel québécois avec un super service clientèle et un marketing de contenu extraordinaire. Ils outillent les gens, donc on leur envoie la main, on leur dit bravo et on vous enverra vers là pour vous mettre à jour si vous ne l'êtes pas déjà. Puis, tu sais, Katrina, tu parlais, puis je me disais, tout comme dans notre point 1 de moderniser nos pratiques GRH, quand on parle de la donnée, je pense que on peut pas se tromper si on considère les individus sur nos listes, si on considère leurs réels intérêts à recevoir des communications de nous. Est-ce que les personnes sont sur des bonnes listes? Est-ce que le rythme est digeste? Est-ce qu'on a réellement de la valeur ajoutée dans nos communications envers eux ou pas? Donc, peut-être qu'on peut simplement se poser la question dans la façon dont on fait ça. Est-ce qu'on considère réellement les individus de l'autre côté de l'écran? Oui, puis j'ajouterais à ça aussi, parce que souvent, des clients qui on parle vont dire « Ah ben là, parle-moi pas d'infolette, là, moi je suis pas capable, là, je les supprime. » Mais le courriel est mort! Le courriel est mort! Mais moi, j'ai des infolettes que oui, je reçois, puis que malheureusement, ils vont à la poubelle rapidement, puis je me dis, faudrait que j'arrête de les savoir, puis tout ça. Mais il y en a d'autres que j'attends à chaque semaine, puis que je suis heureuse de lire parce que le sujet m'interpelle vraiment. Donc, peut-être qu'on n'aura plus des bases de données courriels de milliers de noms, mais si vous avez 500 personnes dans votre liste courriel, puis que c'est 500 noms qui ont de la valeur, 500 personnes qui ont vraiment envie d'entendre parler de vous, ben là, c'est de l'or en barre là, d'un point de vue marketing. Donc, c'est de s'assurer d'être pertinent pour vos clients. Comme tu disais, Marie-Michel, de considérer la personne derrière l'écran, c'est plus qu'une adresse courriel qu'on possède. Puis, je conclus le point 4 là-dessus. Quand on se préparait pour l'épisode, Katrina, tu disais, en 2024, il ne faut plus mettre tous nos œufs dans le même panier. Donc, si notre canal d'acquisition, si dans notre parcours client, notre canal d'acquisition de clientèle ou ce qu'on fait pour se faire connaître, c'est de la pub Facebook puis Instagram, puis c'est la seule chose qu'on fait, ben quand il y a un bug avec ça ou quand on est bloqué, tout s'arrête, puis toute notre expérience, tout ce qu'on a bâti en choisissant les bons messages, les bons créatifs, ben ça s'écroule. Si on n'a pas bâti un écosystème plus solide, plus diversifié, ben ça s'écroule. Puis quand on a les courriels, les informations, comme tu disais, on a du contrôle. On a un peu plus de contrôle sur nos communications avec nos clientèles idéales et potentielles et on est plus, c'est plus sécuritaire là, pour attirer et fidéliser nos clients, peu importe ce qui arrive dans le futur. Point numéro 5, notre dernière tendance dans cette partie 1, la démocratisation de l'intelligence artificielle. On ne pouvait pas passer à côté. Katrina, peux-tu nous en dire plus dans le contexte d'une entreprise qui n'a pas de département marketing? Oui, parce que si on se souvient, là, il y a 1 an, dans les parties de Noël, tout le monde parlait de ChatGPT. Puis ceux qui en ont pas parlé, ben ça m'en a parlé le 8 janvier au bureau. Donc, c'est vraiment, il y a 1 an là, que ça entrait dans nos vies. Ça s'est vraiment démocratisé, mais ça fait plusieurs années là, que l'intelligence artificielle fait partie de nos vies. Mais là, elle est vraiment disponible pour monsieur, madame, tout le monde. Donc, c'est quoi l'intelligence artificielle? Comme disait Marie-Michel puis à Rouge, là, tout à l'heure, là, ça pourrait faire l'objet d'un balado, puis on n'est pas des spécialistes de l'intelligence artificielle. Bien, moi, j'ai envie de voir l'intelligence artificielle comme un collègue qui peut faire partie de votre équipe. Donc, c'est sûr que dans des contextes de grandes entreprises, de l'intelligence artificielle, là, c'est des grosses machines qui ont été bâties sur mesure. Là, mais ça, on remet ça là, d'un point de vue démocratisation. Là, on va parler de ChatGPT, là, tout le monde le connaît. Il y a d'autres outils, mais on va parler de lui parce que c'est le plus connu. Ben, il faut que ChatGPT, ce soit votre collègue désormais qui va vous aider à accomplir certaines tâches, qui ne les fera pas à votre place, mais qui va vous aider à être plus rapide puis à accélérer la cadence. Tout à fait. Ça peut simplifier un peu le quotidien, ça peut nous donner des idées quand on a moins, mais ça va pas nécessairement remplacer la créativité et la capacité de l'humain de faire des liens entre des concepts entre lesquels il n'y avait pas eu de lien auparavant, là. Non, c'est ça. Puis dans un contexte, on a parlé tout à l'heure de pénurie de main-d'œuvre, ben, tu sais, parfois, ça peut nous aider d'avoir quelqu'un ou une machine à côté de nous qui va nous aider
aller un petit peu plus vite, puis qu'on se comprenne bien, là, on aime les humains ici, puis on veut pas voir les humains disparaître, mais dans le contexte où on est, ça peut être franchement un beau coup de pouce d'avoir ça, puis on a eu la chance de le tester dans les derniers mois, puis on pourrait pousser la machine encore plus loin, là, dans l'équipe, on n'est pas encore allé au bout des possibilités, mais déjà, on voit tout le potentiel, là. Puis concrètement, comment ça se décline là, pour une entreprise qui n'a pas de département marketing? Ben c'est que quand on est une petite entreprise, parfois, là, on manque de moyens. Tu sais, on veut investir en marketing, mais on manque de moyens et de temps aussi pour investir dans plein d'outils. Une rédactrice, une graphiste, une correctrice, une traductrice. Ben ces outils-là peuvent au moins nous aider à faire un bout de chemin puis à aller un peu plus loin, un peu plus vite. Donc, c'est entre autres pour ça là, que ça devient important et c'est comme ça qu'on peut l'utiliser. Mais en fait, j'avais envie de faire parler mes collègues et de voir comment elles utilisent ChatGPT ou intelligence artificielle au quotidien, là, dans un contexte de marketing ou peut-être d'autres contextes aussi. Mais je peux peut-être commencer rapidement. Moi, au départ, j'ai utilisé ChatGPT quand je devais écrire des communications, mais que j'avais trop d'émotions dans mon texte, puis je voulais écrire des trucs pas plus froids, mais plus professionnels et distants. Puis j'arrivais pas à le faire parce que j'étais émotionnellement impliquée dans une situation et donc ça me traduisait ça plus corpo. Plus factuel, puis c'était génial. Puis c'est drôle, j'avais la discussion avec mon chum, puis il disait « Ah, c'est drôle, moi, ça va me rendre plus humain dans la communication. » Alors, dans les deux sens, ça peut outiller des gens. Puis après, on a commencé à parler parce qu'on a une petite fille à besoins particuliers, puis on s'intéresse à des cerveaux, à comprendre les cerveaux qui sont... je pense qu'on dit neuroatypique et potentiellement que ça pourra servir beaucoup de monde dans le futur à bien communiquer élégamment alors que eux, dans leur cerveau, c'est pas si simple de le faire. Aussi, il y a une fois où je devais écrire un courriel en français et en anglais en même temps à une personne francophone, une personne anglophone, tout le monde devait comprendre. J'ai envoyé ma version franco en traduction. J'avais pas besoin là de quelque chose de compliqué ou d'une traduction parfaite. Puis, c'était nickel ce qui en était sorti. Puis, finalement, aussi pour le balado, sans intelligence artificielle, c'est l'entrepreneur qui parle. On n'avait pas les moyens à la firme de faire un balado comme celui-ci. Et on a eu une recommandation de Mathieu Dumont qui nous a référé l'outil Riverside qu'on utilise en ce moment pour enregistrer. Et puis, cet outil-là arrive à créer le transcript complet de notre discussion en français, arrive à sortir des clips pour les réseaux sociaux, fait les sous-titres. Évidemment qu'il y a des petites légères corrections à apporter, mais tout ça se fait. Puis, à partir du transcript, on arrive à créer les notes d'épisode et le billet de blog assez simplement, rapidement, sans copier, parce que c'est fait à partir de ce qu'on a dit dans le podcast. Et donc, ça part de nos mots. Alors, moi, c'est mes 3 façons dont j'utilise le plus en ce moment ChatGPT. Puis, tu as parlé de traduction, Marie-Michel. Je voudrais juste revenir sur ce que j'ai dit avant. Tu sais, on continue d'utiliser des services de graphisme, puis de, tu sais, je veux dire, on a fait les tests, là, ChatGPT encore, n'est pas encore capable de créer des choses. Mais c'est que des fois, quand il y a vraiment de la valeur, puis que les humains, les graphistes, les gens avec qui on travaille peuvent nous amener plus loin, on y va sans se poser de questions. Mais des fois, pour des tâches plus minimes, comme tu parlais de traduire un courriel, ben c'est là que ça devient intéressant. Un peu comme quand on se demande, nous, ça nous est arrivé dans le passé, cette discussion-là avec Canva, hein, Katrina, je parle il y a 2 ans à peu près, là, et on se disait à quel moment où on engage un graphiste, une designer qui a vraiment des compétences très, très élevées en conception, puis à quel moment on va dans Canva faire on n'est pas obligé nécessairement d'engager un graphiste de haut niveau pour faire des images dans Canva pour créer un carrousel Instagram, ou du moins dans la réalité d'une entreprise qui n'a pas de département marketing, ça se peut pas. On n'a pas ces moyens-là de chaque graphiste, à chaque créatif qu'on crée, qu'on engage l'expert, mais on va aller chez l'expert pour créer une marque, le logo, signature de marque, slogan, code couleur, charte graphique. Et là, on a un cadre dans lequel après on s'amuse dans Canva. Alors, c'est la même chose avec ChatGPT. Quand on fait de la petite poutine qui n'a pas réellement de valeur ajoutée, mon courriel, il n'y avait pas de valeur ajoutée à engager un traducteur ou à moi passer 2 heures pour traduire, puis c'est un courriel important, je voulais que ça soit bien fait. Moi, ça m'aurait pris 2 heures le traduire comme il faut, trouver le mot juste.
en 2 clics à ChatGPT, j'ai eu mon email, c'est parti, puis j'ai pu continuer mes opérations. Alors, c'est tout le temps le dosage, là, puis il y a encore une énorme valeur. Moi, je suis pas de celle qui panique avec l'arrivée de ChatGPT parce que je vois la valeur humaine dans le travail, puis depuis longtemps que je distingue la machine de l'humain dans d'autres sujets, on avait eu ces discussions-là. Je pense que ça va être pas mal la même chose avec l'intelligence artificielle. Et toi, Rouge? Et moi, comme on s'est dit au tout début de nos épisodes, je viens de finir l'université. Donc, j'ai été à l'UQAC. Puis moi, première chose, c'est que ça m'a beaucoup aidé dans la structure, vraiment comme aller mettre en place le squelette d'un travail de fin de session, etc. Donc, c'est un gros gain de temps, je dirais. Ça reste mon collaborateur parce qu'après, oui, ça me fait un squelette, mais c'est quand même moi, en tant qu'humaine, qui va aller rajouter des idées, qui va aller comme grossir le truc un peu puis le peaufiner, que ce soit un peu plus beau. À part ça aussi, je dirais que une chose auquel j'utilise beaucoup ChatGPT aujourd'hui, c'est vraiment dans l'amélioration de la tournure des phrases, ok? Parce que en tant que personne ayant longtemps habité à Madagascar, le français, c'est pas ma langue natale. Qui fait que des fois, je sais que ce que je dis peut être compris d'une autre manière, puis etc. Mais avec ChatGPT, des fois, je m'amuse à lui demander, OK, change la tournure de cette phrase afin qu'elle soit plus compréhensible, plus amicale, plus etc. Puis Marie-Michel, oui, je vois que toi aussi, tu le fais beaucoup à travers la rédaction des courriels quand même. Puis je dirais que ce qui est chouette aussi avec ChatGPT, puis Katrina, tu as dit tout à l'heure que c'est devenu un collègue, en fait, un collaborateur aujourd'hui, c'est que moi, ChatGPT, j'ai toujours une fenêtre d'ouverte, 5/7. Si c'est pas ouvert sur mon ordi, c'est ouvert sur mon téléphone. Puis le truc le plus drôle, c'est que récemment, j'ai voulu changer de coupe. Puis je suis allée taper sur ChatGPT, OK, c'est quoi la coupe qui va avec un visage rond? Donc, ça m'a sorti plein d'affaires. Puis c'est ça qui est le fun, c'est que c'est super interactif, puis ça te donne des idées, mais après, le choix reste le tien. La décision t'appartient, mais c'est comme un recherchiste pour toi qui te propose des options. Ah, c'est chouette, ça. comment tu vois ça? Toi, Katrina, ton utilisation de ChatGPT au quotidien, ça a l'air de quoi? Je l'ai découvert la semaine dernière pour rédiger une infolettre. Donc, les clients qui reçoivent notre infolettre du mois de décembre, c'est ChatGPT qui m'a aidé à la rédiger. Donc, je suis arrivée, j'ai pas d'idée, il faut me prendre une thématique. Puis c'est vraiment en ayant une conversation avec lui que j'ai pu rédiger mon infolettre. Donc, il m'a comme un peu pour les travaux de Rose, on a fait un squelette ensemble. Mais après ça, je suis venue mettre ma sauce et tout. Puis le même principe aussi pour une publication des réseaux sociaux. Donc, des fois, c'est le fun de partir d'un texte, dire « Hey, j'ai ce texte-là, transforme ça. » Puis moi, j'aime beaucoup ChatGPT pour venir mettre des emojis. Il est bien bon là-dedans. Donc, moi, j'ai moins ce talent-là. Je sais pas s'il peut même aider à trouver des gifs. Là, j'y pense. Là, peut-être qu'il faudrait que j'essaie ça. Puis l'autre point un peu plus ludique comme Rouge, mais mon conjoint et moi, on a vu les limites, mais ça peut parfois être fort intéressant de lui dire ce qu'on a dans le frigo et qu'il nous concocte un menu de la semaine en fonction de vos... Wow. Si vous êtes végétarien ou tu veux un régime méditerranéen, je le sais pas, là, mais il va pouvoir t'aider à... Mais des fois, en tout cas, on l'a testé, ça revient, mais des fois, toujours un peu au même, là, mais ça peut au moins te donner quelques idées pour partir ta semaine puis partir ton meal prep un peu, là. Fait que moi, je le trouve bien chouette pour ça. Très chouette, tu gagnes du temps, moins de gaspillage de nourriture, donc ça optimise ton quotidien, mais ça ne te remplace pas comme cuisinière, comme personne qui va faire l'épicerie, comme... Non, tout à fait. Alors, juste quelques mises en garde par rapport à l'arrivée de l'intelligence artificielle qu'on n'a pas le choix de vous rappeler comme stratège marketing. Attention au plagiat et attention de ne pas vous éparpiller. Quand il arrive une nouvelle, moi j'appelle ça des bébelles, là, une nouvelle app d'intelligence artificielle, nouvel outil et tout, on a le goût d'essayer puis de jouer avec ça. Mais souvent, on se rend compte qu'on investit beaucoup de temps et d'énergie à s'amuser puis que finalement, on n'a pas tiré. Ceci conclut la première partie. Alors, en rappel, les 5 premières tendances abordées. Aujourd'hui, la modernisation des pratiques GRH,
Deuxièmement, la marque forte. Troisièmement, la fermeture d'entreprises et d'organisations. On va devoir y faire face. Quatrièmement, la donnée en provenance du premier cycle ou first party data et non pas party de data. Et en 5, la démocratisation de l'intelligence artificielle qui va faire partie de notre quotidien. Invitation aujourd'hui, si le cœur vous en dit, ce sont des tendances qui, selon nous, sont importantes à tenir en compte dans la planification annuelle. On est en début d'année. Si vous connaissez des entrepreneurs ou des gestionnaires d'organisations que ça pourrait outiller, évidemment, partagez cet épisode. Ça va leur être utile et ça va nous être utile. Et si jamais vous partagez sur les réseaux sociaux, pensez à nous identifier. On va pouvoir vous repartager par la suite et voir que vous écoutez le balado. Alors, les filles, avez-vous aimé notre compagnie aujourd'hui? Oui. Ah, comme d'hab. Toujours. Comme d'habitude, excellent! Alors, on se retrouve dans le prochain épisode pour la partie 2 des tendances à venir en 2024.